Et l'Iran, on l'a dit, veut éviter des bombardements américains à l'image de ceux de l'été dernier. Que peuvent tenter d'obtenir ces Iraniens à Genève? Écoutez, à Téhéran, Siavosh Ghazi. Selon les différents responsables iraniens, les propositions qui sont sur la table, en fait, c'est sur le programme nucléaire, c'est un assouplissement et une réduction du niveau d'enrichissement d'uranium à un niveau civil, par exemple un niveau d'enrichissement à moins de 4% pendant un laps de temps, plusieurs années, 3 ou 4 ans. Dans les faits, l'Iran ne dispose pas de capacité d'enrichissement actuellement à cause des bombardements de tous les sites nucléaires iraniens en juin dernier par Israël, mais aussi par les États-Unis. L'Iran propose également un paquet de contrats aux compagnies américaines, notamment dans les secteurs pétroliers, gaziers et miniers, une manière de donner des avantages commerciaux et économiques aux Américains, mais aussi d'achat d'avions, des Boeing. Pardon, le vice-ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré il y a 2 jours que les États-Unis n'avaient pas bénéficié économiquement de l'accord nucléaire de 2015 avec les grandes puissances. Et cette fois-ci, Téhéran met sur la table ces propositions. En contrepartie, Téhéran ne demande pas la levée des sanctions, mais le déblocage de capitaux iraniens qui sont par exemple bloqués au Qatar, quelques 6 milliards de dollars, ou encore en Irak ou encore dans d'autres pays. Donc, avec ces propositions, Téhéran espère amener les États-Unis à un compromis, à un accord sur le dossier nucléaire. En revanche, Téhéran refuse toujours de négocier sur son programme balistique, notamment la portée de ses missiles qui peuvent atteindre Israël ou encore des bases américaines dans la région. Bonjour Bruno Darroux. Bonjour Pauline Paccard. Avant de revenir sur les discussions à Genève, on va revenir sur l'une des images que l'on a vues dans le sujet de Bilal Tarabé il y a un instant, cette rencontre entre le ministre des Affaires étrangères iranien et le patron de l'AIEA, Raphaël Grossi, hier à Genève. L'AIEA censée contrôler les activités nucléaires de l'Iran, sauf que cette mission est interrompue depuis un moment déjà. Est-ce qu'on sait ce qu'a donné cette rencontre? Alors, on ne sait pas précisément ce que se sont dit les 2 hommes. Il y a eu simplement un tweet ensuite parlant d'une rencontre hautement productive. Ce qui ne mange pas de pain, si vous me passez l'expression, mais en fait, c'est plus l'image qui est importante. Ça veut dire que les Iraniens redonnent à cette agence internationale de l'énergie atomique une forme d'importance. Et donc, on peut penser que dans le cas d'un accord entre Iraniens et Américains, eh bien, l'AIEA jouerait un rôle de contrôle à nouveau, puisque ce rôle de contrôle, elle l'a exercé, notamment avec la signature de l'accord sur le nucléaire en 2015, mais que cette mission a donc été interrompue depuis plusieurs mois maintenant, en particulier à cause des frappes qui ont eu lieu au mois de juin, les frappes américano-israéliennes. Donc, cette rencontre, juste avant les négociations d'aujourd'hui entre délégations américaines et iraniennes, signale peut-être aussi un geste de bonne volonté de la part de Téhéran qui disent, voyez, si on obtient un accord équitable, comme l'a dit le ministre iranien des Affaires étrangères, bien l'AIEA pourrait peut-être revenir pour ce 2e round de négociations qui vont donc porter uniquement sur le nucléaire. Les Iraniens refusent de négocier sur leur programme de missiles balistiques et sur leur soutien à leurs proxys, Hamas, Hezbollah, Houthi, alors que les Américains et les Israéliens veulent que tous ces dossiers soient inclus dans la négociation. On est sur une impasse. On est toujours sur une impasse, et vous savez, cette impasse, en fait, elle dure depuis, on peut même dire, depuis 2015, puisque même l'accord sur le nucléaire ne portait que sur le taux d'enrichissement d'uranium et que sur l'activité nucléaire iranienne. Et Téhéran a toujours refusé de négocier ces liens avec les groupes régionaux, comme effectivement le Hezbollah, le Hamas ou les Houthis. Alors aujourd'hui, Américains et Israéliens demandent que ça fasse partie des négociations, mais en fait, c'est moins important vu l'état de faiblesse dans lesquels sont aujourd'hui le Hamas, le Hezbollah et même les Houthis. En revanche, l'autre dossier qui reste très problématique, c'est le programme de missiles balistiques opérationnels de l'Iran, parce que, notamment pour Israël, mais aussi pour les États-Unis, qui, on le rappelle, ont de nombreuses bases dans la région, ces missiles permettent à l'Iran de frapper le territoire israélien, de frapper les bases militaires américaines dans le Golfe. Donc,
Américains et Israéliens disent il faut absolument, dans le cadre d'un accord global, que ça en fasse partie. Et Téhéran dit non, mais ça, c'est pas possible. C'est notre souveraineté. Ce sont des armes que nous utilisons de manière défensive. Alors, on rappelle juste qu'avant les frappes de juin 2025, les experts estimaient que l'Iran disposait autour de 3000 missiles balistiques opérationnels. Un peu plus de 1500 ont été détruits lors de ces frappes en juin 2025. Donc, début juillet, il en restait 1200, 1300. Selon les experts, selon les services de renseignement américains et israéliens, en quelques mois, l'Iran a déjà reconstitué 700 missiles balistiques. Et donc, aujourd'hui, toujours selon les experts, on est entre 1800 et 2000 missiles. L'objectif final du régime iranien étant de monter à 5000 missiles balistiques. Donc voilà, les Israéliens disent c'est pas possible le nucléaire. Bon c'est très bien s'il y a un accord sur le nucléaire, mais là ces missiles, c'est directement une menace pointée contre nous. Il faut faire quelque chose. Donc on va voir comment ça se passe, mais ça risque d'être la pierre d'achoppement quand même. On a vu les images du porte-avions américain Abraham Lincoln qui est toujours dans la zone au large de l'Iran. L'administration américaine maintient la menace d'une attaque, d'une frappe militaire en cas d'échec des négociations, et Trump l'a redit ces dernières heures. En revanche, on ne parle plus d'un changement de régime, ce qu'avait laissé sous-entendre Donald Trump au moment de la révolte populaire mi-janvier qui a été réprimée dans le sang, on le sait. Quelle est la stratégie américaine ? Alors, c'est toujours difficile à lire. C'est-à-dire, soit on estime que Donald Trump navigue à vue, qu'il essaye un jour une chose, un jour l'autre, soit, alors, ce qui est peut-être aussi tout à fait plausible, il a une stratégie avec différents volets. C'est-à-dire qu'il a plusieurs fers au feu, voilà, et il voit comment ça se passe. Alors, il y a le volet négociation, il y a le volet menaces militaires, avec donc effectivement le porte-avions Lincoln, un autre porte-avions, le Gerald Ford, qui est en route, un troisième porte-avions, le porte-avions George Bush, qui pourrait être déployé dans les semaines à venir. Donc voilà, ça c'est la menace militaire, à laquelle répond d'ailleurs le régime iranien, puisqu'il a fait une démonstration de force hier dans le détroit d'Ormuz, par lequel transite, on le rappelle quand même, 20% de la production pétrolière mondiale. Donc, négociations, menaces militaires. Alors, le changement de régime avait été évacué par Donald Trump. On sait qu'il avait frustré, mécontenté des dizaines de milliers d'Iraniens, puisqu'au mois de janvier, il avait dit, en gros, ne vous inquiétez pas, l'aide est en route. L'aide n'est jamais arrivée. Et le changement de régime, c'est ce que demandaient essentiellement les manifestants en Iran, avec l'amélioration de la situation économique. Ils n'étaient pas du tout préoccupés par la question du programme nucléaire iranien. Donc, Donald Trump l'avait écarté. Alors là, finalement, j'ai vu, il y revient un petit peu. Donc c'est peut-être son troisième fer, puisqu'on lui a posé une question. Et il a dit, ouais, finalement, l'hypothèse d'un renversement du régime, ça pourrait être malheureusement la dernière solution. Donc finalement, il ressort un peu ce dernier volet comme menace ultime. Bon, là, on est dans la séquence tentative de négociation. On va voir comment ça se finit ou ça se prolonge. S'il n'y a pas d'accord, Donald Trump, il se retrouve dans une situation compliquée et vis-à-vis de son électorat, qui ne comprend pas très bien pourquoi il s'embarque dans cette aventure, et aussi vis-à-vis d'Israël, vis-à-vis de l'Arabie Saoudite, qui ne veut pas d'une intervention. Donc, ça reste compliqué pour lui. Il faut qu'il arrive à trouver la meilleure des options qui servent ses propres intérêts. Merci.